dieser physikalisch-technischen Reichsanstalt, der Quantität. Das nationale Prestige. It was a major revolution that occurred at that time. About hundreds of physicists, about thousands of physicists. Dès 1900, par Max Planck. Bei dieser physikalisch-technischen Reichsanstalt, dass sie Le rayonnement du corps noir, c'est-à-dire l'état de distribution de l'énergie à l'intérieur d'une cavité ou de la lumière. L'équation de Planck, Stoff noir. une longueur fondamentale qui vaut 10 moins 33 cm. Quantum mechanics led us to das nationale Prestige, aber auch der Quantentheorie. Советский народ приложил огромные, поистине героические усилия, чтобы укрепить нашу армию. Le rayonnement du corps noir, It was a major revolution that occurred at that time. L'Angleterre avait inventé la machine à vapeur et l'Angleterre avait inventé la doctrine économique de la domination qui allait avec, le libéralisme. L'Angleterre avait alors dit au monde, ne vous avisez pas de produire ce que nous produisons, vous vous ruineriez. Vous achèterez nos produits et nous en échange achèterons vos vins, vos épices, vos terres, vos enfants. Alors l'industrie s'était transformée et l'Angleterre avait inondé le monde de ses produits manufacturés par une classe ouvrière qui recueillait les pelures de cette domination. La machine à vapeur, ses ingénieurs, Newcomen, Watt, Trevisick, le libéralisme, ses idéologues, Ricardo, Adam Smith. La machine à vapeur. Comme tout organisme vivant, l'homme s'occupait d'abord de ses intérêts, d'abord de sa survie. Il déployait son intelligence pour réaliser spontanément des expériences à l'origine de ses progrès. À la différence des autres espèces, il avait donné à ces expériences un caractère scientifique. Pour que le progrès puisse s'exprimer, il fallait une idéologie de la modernité. Les esprits prétendus supérieurs se chargeaient de la formuler. Nous attendons de la science qu'elle nous permette d'atteindre les sommets de ce que l'humanité peut produire et de ce qu'elle peut espérer gagner sur cette terre. Tout ce que l'humanité, dans ses souhaits et ses espoirs, dans ses buts et idéaux, a rassemblé dans le concept de Dieu, s'accomplit par la science, avait écrit Oswald, le premier lauréat en 1901 du prix Nobel. La foi d'Oswald était largement partagée, du moins dans certains hémicycles. Mais comme pour contrarier le chimiste allemand, la science qui régnerait sur le siècle serait la physique. Elle avait pour objet l'étude de la matière et des lois qui la régissent. Ce que Planck avait établi en formulant que l'énergie était rayonnée par la matière sous forme de paquets appelés quanta, avait peut-être été le premier grand événement du siècle naissant. Au début du siècle, il faut bien distinguer le travail de physique théorique, celui de quelques savants comme Poincaré, Lorentz, Einstein, du travail des expérimentateurs. Ceux qui tiennent le haut du pavé, en quelque sorte, ce sont les expérimentateurs. Alors sur quoi est-ce qu'ils travaillent ? Ils travaillent sur le rayon X, par exemple. Autre grande question, la théorie, précisément la théorie du rayonnement. Si la théorie du rayonnement a eu cette importance, c'est parce que Planck se trouvait à Berlin, qu'à Berlin se trouvaient des expérimentateurs qui travaillaient sur la théorie de la chaleur et du rayonnement, notamment Warburg,
qui travaillait là-dessus, notamment parce que ça intéressait beaucoup l'industrie. Donc c'était important pour l'industrie de pouvoir mesurer la température dans les fours des aciéries avec précision et espérer pouvoir le faire à partir du spectre de lumière qui était émise. Donc ce genre de recherche théorique avait une réelle importance pratique. Et c'est en partie pour cette raison-là que cette question du corps noir est venue à l'avant-plan. Dans la course au progrès, l'Allemagne voulut faire mieux que l'Angleterre et la France voulut faire mieux que l'Allemagne. Alors les instituts de physique fleurirent. Le Kaiser Wilhelm Gesellschaft fut fondé en 1911 grâce à un financement mixte. Une partie des fonds provenait de financiers et industriels, l'autre du gouvernement prussien. Une multitude d'instituts de physique, de chimie et de biophysique fut créée dans le giron du Kaiser Wilhelm Gesellschaft. La science triomphait, le progrès triomphait. En Grande-Bretagne, puis en Allemagne, et bientôt un peu partout dans les pays industrialisés, les hommes s'éloignaient des campagnes capricieuses qui jusque-là les avaient nourris. Irrésistiblement, les lumières des villes où la science avait pris place attiraient à elles un flux toujours plus grand de travailleurs déracinés, venus recueillir à travers des salaires d'employés ou d'ouvriers les moyens d'une autre vie. Cependant, les discours scientistes ne suffisait pas toujours à étouffer les cris de ceux à qui le progrès avait encore peu apporté. Deux espoirs s'offraient à ceux qui gémissaient sous le poids de l'oppression. Ou bien réajuster au sein de leur société les relations entre les hommes, ou bien s'en aller chercher ailleurs une meilleure fortune. Et alors, l'Amérique était devenue la terre promise, vers laquelle tous les miséreux s'étaient retrouvés dans une curieuse alliance avec tous ceux qui voulaient s'enrichir toujours davantage. Ensemble, pressés de réussir, ils avaient reproduit, amplifié et modernisé les schémas de domination de la vieille Europe. L'Amérique européenne réalisait la plus aboutie de toutes les entreprises coloniales, se saisissant d'un continent formidablement doté par la nature. L'aisance du pays attirait tous les savoirs. Dès 1915, grâce aux nouvelles techniques de transmission du signal électrique mises au point par les physiciens, la compagnie des téléphones Bell avait accompli une formidable prouesse. La côte ouest avait été reliée à la côte est par le téléphone. La conquête de l'ouest s'achevait. Et l'Amérique crut en sa bonne foi. Les champs de pétrole où John Rockefeller puisait sa richesse ne servaient pas qu'à faire rouler les automobiles. Ils permettaient, à travers des fondations philanthropiques, de bâtir un nouvel hymne au progrès. Mais le bel optimisme qu'entretenaient ceux qui dominaient pour croire aux vertus de leur pouvoir fut, au moins en Europe, un moment ébranlé.
Ceux qui avaient décidé la guerre ne voulurent pas voir que les nouvelles technologies l'avaient rendue plus dévastatrice. En 1914, les canons fabriqués par les aciéries Krupp expédiaient des obus de 800 kg à 9 km de distance. Un seul régiment d'infanterie disposait d'une puissance de feu supérieure à celle de toutes les armées engagées dans les guerres napoléoniennes. Ce déluge de feu en quelques semaines avait laissé sur le champ de bataille les cadavres de plus d'un demi-million d'hommes. Alors les soldats si vulnérables s'enfouirent dans les tranchées. Pour retrouver la guerre de mouvement à laquelle les généraux avaient été formés, l'état-major français usa des gaz toxiques que les Allemands avaient été les premiers à utiliser. L'Institut de chimie du Kaiser Wilhelm Gesellschaft jouait le rôle de centre de recherche de l'armée allemande. Son directeur, Fritz Haber, qui s'était illustré en réalisant la synthèse de l'ammoniac, avait découvert très tôt la possibilité d'une nouvelle arme foudroyante. Nous arrivons dans l'ancien institut de physique-chimie qui fut construit à l'époque pour Fritz Haber. Voici l'entrée principale. Haber est arrivé ici en 1912. L'Institut a poursuivi ses travaux sur la synthèse de l'ammoniac, qui était d'ailleurs pratiquement achevée. Quand la Première Guerre mondiale a éclaté, ces recherches ont été presque immédiatement suspendues. Conformément à sa devise, il faut servir la science en temps de paix et la patrie en temps de guerre, l'Institut est devenu un centre de recherche sur les gaz toxiques. Les effectifs scientifiques ont alors fortement augmenté. Il y a eu jusqu'à 100 personnes affectées à la mise au point de gaz de combat. Fritz Haber, qui était à la tête de ce programme de recherche, a incité les militaires à utiliser ces gaz pendant le conflit. Ainsi donc, cédant à l'insistance d'Haber, l'état-major allemand, au départ peu convaincu, avait dérogé aux conventions internationales. Le grand trust chimique IG Farben, avec lequel Haber entretenait les meilleurs rapports, s'était chargé de fabriquer les gaz proscrits, comme il fabriqua 25 ans plus tard le Zyklon B des chambres à gaz. Beaucoup de ceux qui vécurent ce cauchemar virent clairement la responsabilité des élites politiques et militaires, de la presse, des industriels, bref, de tous ceux qui puissamment composaient le système social. Certains se doutèrent aussi de la responsabilité des ingénieurs et vénérés scientifiques qui avaient conçu et perfectionné tous ces instruments de mort. Le suicide de Clara Haber, la jeune femme du savant, semblait traduire les sentiments désespérés d'une fraction de l'humanité impuissante. Les peuples colonisés d'Afrique et d'Asie eurent l'occasion de saisir d'où l'homme blanc tirait son pouvoir de régner sur le monde. Sa prétendue supériorité naturelle provenait de sa soumission au progrès technique. C'était le besoin de domination des hommes qui précipitait la destinée du vivant. Alors, pour ceux qui avaient encore une âme, la crise de la civilisation occidentale devint patente. Les merveilleuses machines qui faisaient la gloire et la supériorité de l'Occident étaient devenues des maîtres incompréhensibles et inhumains, des monstres qui broyaient corps et âme. La patrie, cette idole sociale façonnée par les élites pour tenir lieu de justification au sacrifice des soldats, devint suspecte. Ce n'était plus seulement la guerre qui semblait absurde. Les fondements de la civilisation qu'il avait produite se fissuraient.
Mais il ne fallait pas douter de la valeur de nos progrès. Si on avait assisté à une pareille faillite de la raison, c'était que la science avait été mal utilisée. Comme pour désamorcer les critiques, le comité Nobel ferma les yeux sur les recherches militaires d'Haber et lui attribua le premier prix de chimie de l'après-guerre. Et puis, dans l'Europe désolée et déchirée, un homme redonna un peu d'espoir de croire en la raison. Grâce à la lumière des étoiles qui, comme le prévoyait la théorie de la relativité générale, était déviée par la masse du Soleil, Einstein était devenu une star. Albert Einstein war in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg sehr populär. Après la Première Guerre mondiale, Albert Einstein était déjà très populaire. Il s'était réinstallé en Allemagne au début des années 10. La fondation Kaiser Wilhelm avait créé pour lui un institut de physique. L'un des premiers membres de cet institut avait été Erwin Freundlich. Cet astronome était obsédé par l'idée de tester la théorie de la relativité à travers l'observation de phénomènes astronomiques. Einstein avait lui-même envisagé plusieurs tests de ce type pour confirmer sa théorie. Bien sûr, après la guerre, dans un contexte économique morose, il était très difficile de recueillir des fonds pour un institut scientifique. Mais le monde industriel était désireux d'améliorer son image. En sponsorisant des recherches de pointe, il espérait y parvenir et pouvoir ainsi améliorer ses relations avec les grandes firmes du monde entier. C'est pourquoi l'industrie a très généreusement accepté de financer la construction de l'observatoire. Pour retrouver de leur crédit, l'industrie et la science appliquée avaient donc fait appel à la science qu'on dénommait pure, puisque personne ne voyait à quoi elle pouvait servir. Einstein avait depuis longtemps appliqué l'idée des quantas de Planck pour entreprendre la refondation de notre perception du monde, notamment de sa lumière. Sans que l'on sache très bien ce qu'il produisait, les physiciens continuaient à être les principaux artisans du progrès. Et à la suite de Planck et d'Einstein, une avant-garde achevait avec une audace peu ordinaire, sans publicité, l'élaboration de la nouvelle mécanique du monde. Ces premières retombées ne seraient perçues que 30 ans plus tard. En Amérique et au Japon, les nouvelles avancées issues de la guerre se développaient plus vite que n'importe où ailleurs. L'Europe, si elle ne voulait pas se retrouver dominée, devait être réaliste. La science ne pouvait être remise en question. En Russie, où un nouvel ordre politique était apparu, on accordait la même confiance à la science. La révolution ne pouvait se dispenser de la puissance technique. À nouveau donc, pour ceux qui souhaitaient dominer le monde, l'avenir de la civilisation se confondait avec le développement de l'industrie et des nouvelles connaissances rationnelles. Là où les gouvernements socialistes d'Europe n'avaient pas été renversés par la dictature des nantis, une plus juste répartition des richesses fut facilitée. L'instauration de nouvelles solidarités évita aux hommes d'être livrés anonymes à la froideur du monde moderne. Mais la rivalité pour la domination économique laissait peu de marge de manœuvre pour satisfaire ceux toujours plus nombreux qui réclamaient leur quote-part du progrès.
Lorsqu'en 1929, une absurde mais prévisible surproduction de biens avait fragilisé l'économie américaine, la crise s'était propagée rapidement à l'Allemagne qui lui était financièrement liée. Et alors, les capitalistes qui ne voulaient rien céder jouèrent avec les national-socialistes qui promirent tout, comme de venir à bout des communistes qui menaçaient l'ordre établi, comme de redresser la tête face au complot des nations étrangères qui maintenaient l'Allemagne à genoux, comme d'éliminer les Juifs qui diluaient la pureté de la race aryenne et de surcroît étranglaient l'économie. Les communistes résistèrent comme ils purent, lâchés par l'internationale socialiste et des chefs hésitants. Les nations étrangères capitulèrent. Les Juifs furent d'abord victimes d'une loi qui leur interdisait l'accès à l'université et à la fonction publique. Dans les années 20, la crise économique et l'inflation ont profondément affecté l'Allemagne. Il n'y avait plus suffisamment de capitaux pour créer un nouvel institut de physique digne de ce nom. La Fondation Rockefeller est alors intervenue pour aider à son financement. Mais l'État allemand, lui, ne pouvait apporter aucune contribution significative. Il a donc fallu attendre les années 1933-34, c'est-à-dire le début du régime nazi, pour qu'une décision soit prise. Max Planck, contre l'avis de tous, s'est beaucoup dépensé pour que les fonds américains soient utilisés. Et l'Institut a finalement été construit ici et inauguré en 1936. Dans ces instituts du Kaiser Wilhelm, les physiciens allemands, sans s'en apercevoir, préparaient la guerre. Parmi eux, un grand nombre de savants d'origine juive. Car dans les pays antisémites, c'est-à-dire à peu près partout en Occident, les juifs excellaient dans les nouvelles disciplines ardues, là où l'establishment scientifique se risquait peu. Mais il faut bien dire que les physiciens juifs ne furent généralement pas plus avisés que la masse de leurs concitoyens, et comme la plupart d'entre eux, ils collaborèrent tant qu'on leur en laissa la possibilité avec le pouvoir nazi. Ainsi, Lise Meitner admit par la suite ce manque de discernement, elle qui ne quitta que sous la contrainte à l'été 1938, ce laboratoire où elle était sur le point avec Otto Hahn de découvrir la fission de l'atome. Cette étrange attitude n'était pas sans analogie avec celle plus générale de l'esprit humain, qui, à mesure qu'il développait son génie, semblait précipiter l'homme à sa perte. Il faut bien comprendre qu'à cette époque en Allemagne, le physicien type plaçait sa discipline au-dessus de tout. Ce fut même le cas de Planck, en dépit de tout ce qu'il a subi. Sa famille, ses relations, ses amis disparaissaient autour de lui. Certains ont même fini dans des camps de concentration. Planck était un être véritablement détruit. Mais malgré toutes ces souffrances, il est resté président du Kaiser Wilhelm et il a fermé les yeux sur ce qui se passait. Il pensait ainsi faire son devoir, sauver l'avenir de sa science. Il fallait absolument que la physique survive. Planck a pensé que si lui ou d'autres personnes compétentes quittaient le pays, alors la physique mourrait. Il n'y aurait plus jamais de physique en Allemagne. Ce serait la pire des catastrophes, bien pire que la mort de quelques personnes. Je crois qu'on peut résumer cette histoire aussi crûment.
pluie de bombes qui s'était abattue au printemps 1940 sur la capitale britannique n'avait pas fait que menacer le dernier bastion de la démocratie européenne. Elle accéléra le déclin de l'ancien empire colonisateur qui s'inclina devant l'Amérique. Conscient de cette déchéance, le très conservateur Churchill s'était arc-bouté sur les Indes, joyau de la couronne britannique. Au même moment, il avait confié à la nouvelle grande puissance du monde ses armes les plus efficaces. À l'été 1940, une mission britannique dirigée par le scientifique Henry Tizard est arrivée aux États-Unis. Elle apportait une boîte noire contenant d'importantes technologies militaires que les Britanniques avaient commencé à développer et qu'ils étaient incapables de finaliser, leurs ressources étant très limitées. La Grande-Bretagne avait le dos au mur. La bataille d'Angleterre faisait rage dans le ciel et personne ne savait comment tout cela allait se terminer. Les Anglais décidèrent alors de partager leurs secrets militaires les plus importants avec les États-Unis, dans l'espoir que ceux-ci achèveraient de les développer et viendraient ensuite à leur aide. Cette boîte noire contenait plusieurs découvertes militaires cruciales, la plus importante étant le tube à micro-ondes qui devait permettre de générer des ondes de très grande puissance, nécessaires à la mise au point du radar. Au début de la guerre, le président des États-Unis avait créé le National Defense Research Committee. Placé sous la présidence de Vannevar Bush, cet organisme étatique pilota avec brio les plus importants projets scientifico-industriels jamais réalisés. Les physiciens furent de plus en plus impliqués dans les décisions stratégiques et tactiques de la guerre. Tout simplement parce qu'ils maîtrisaient mieux que les militaires les technologies qu'ils avaient développées, ainsi que les capacités et les limites de ces nouvelles armes. Cette implication stratégique débuta avec l'utilisation du radar dans la campagne anti-sous-marine. Like these, our fighting men have bombed our enemies without regard to clouds or darkness. La mobilisation de la physique pendant la guerre finit par impliquer plusieurs milliers de physiciens, la grande majorité des physiciens américains compétents. Quand on pense à la physique pendant la Seconde Guerre mondiale, on pense généralement à la bombe atomique. Mais en fait, le projet le plus important, celui qui employait le plus de physiciens, était le projet du radar micro-ondes développé au Rad Lab du MIT. Les physiciens étaient aussi très impliqués dans le développement des fusées à l'Université technique de Californie et dans les missiles à courte portée. Tous ces projets furent très importants pour la victoire finale. Ce que disent les gens du Rad Lab, et ça se défend, le radar a gagné la guerre. La bombe atomique n'a fait qu'y mettre un point final. In every city and town, the Nazis fight back with furious desperation. The foe must be wiped out building by building, street by street. Nazi rearguard action is fanatical as they try to stem the red tide. Watch this soldier. A sniper gets him. Les physiciens, stratèges de la victoire, s'étaient tenus dans l'ombre des laboratoires, des cabinets ministériels, des bureaux de directeurs industriels, c'est-à-dire de plus en plus près du pouvoir et de plus en plus loin des lieux où le sang avait coulé. Sur le front de l'Ouest, ce furent tout de même des militaires qui se rencontrèrent une dernière fois à Reims pour signer la fin d'un conflit où la technologie avait joué le rôle décisif.
This is the news that electrified the world. Unconditional surrender. In the temporary headquarters of General Eisenhower, cameras record the scene as terms are laid down. With the Americans, all the Allies sat in to enforce the terms we set long ago. Surrender with no soft terms. It seems hard for the Nazi Jodl, and it was, to admit his country's guilt and plead for mercy. But General Smith's signature is a symbol of a new world of peace. A Bill of Rights for Europe. Nothing could be more symbolic of the downfall of the Third Reich than this abject surrender. Let us not forget Germany, but meanwhile, let us fight to quick victory over Japan. En juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, les hommes qu'il avait conçus pour devancer leurs collègues allemands testèrent Trinity, la première bombe atomique. À Los Alamos, plusieurs musées conservent le souvenir héroïque des débuts de l'ère nucléaire. All right, when the Hiroshima bomb exploded, lorsque la bombe d'Hiroshima a explosé, il y a eu soudain une énorme quantité d'énergie dans un très petit volume. Dans ces circonstances, la température est devenue incroyablement élevée, proche de la température de la surface du Soleil. Une énorme quantité de lumière et de chaleur a été libérée. Cette chaleur pouvait déclencher des feux à 1 kilomètre à la ronde. Il y eut donc cette explosion de chaleur et ensuite une énorme onde de choc. L'onde était assez forte pour détruire un immeuble à une distance considérable. Afin d'optimiser ces effets, on a fait exploser la bombe à un peu plus de 500 mètres au-dessus du sol. L'idée étant qu'à cette hauteur, l'intensité de l'onde de choc était assez forte pour détruire des immeubles. De plus, à cette hauteur, le choc couvre une très large zone, tout en restant suffisamment intense pour causer des dommages sur toute cette zone. Si cela avait eu lieu au niveau du sol, trop d'énergie aurait été dépensée à creuser un trou. Ce n'était pas le but. La bombe devait raser des bâtiments dans une zone très étendue, les raser et y mettre le feu. C'est pour cette raison qu'on a fait exploser la bombe assez haut dans le ciel, mais pas trop. Il fallait causer un maximum de dégâts. La troublante explosion de joie qui éclata après que l'Amérique eut choisi de larguer sur les populations civiles japonaises les 2 bombes atomiques qui lui restaient après le test de Trinity fut le prélude d'un monde nouveau. Pendant la guerre, la plupart des physiciens étaient devenus des contractuels de l'État. La puissance publique qui avait si bien réussi à gérer les colossaux projets technologiques était désormais la seule à pouvoir les financer et les organiser. Легковой автомобиль высшего класса ЗИЛ-111 получил прочное международное признание. Многие москвичи уже видели на улицах столицы новые ЗИЛ-111. À l'Est, où la propagande de la Révolution affichait les images d'une spectaculaire montée en puissance de l'industrie, la planification par l'État semblait le gage de l'efficacité politique. Pour ces raisons, et aussi parce qu'il fallait faire oublier les dérives capitalistes qui avaient amené la guerre,
l'État redevint partout l'acteur essentiel de la vie politique et économique. Будущие руководители производства учатся и отлично работают. Alors le progrès matériel qui s'était manifesté outre-Atlantique dès les années 20 gagna l'ensemble du monde occidental et éclaboussa aussi les pays sous-développés. Il devint de plus en plus aisé de posséder une radio, un téléphone, une voiture, un réfrigérateur, puis bientôt un téléviseur, de voyager d'un bout à l'autre du pays. Les étalages des grands centres commerciaux, les nouveaux traitements médicaux, les publicités paraissaient avoir établi la preuve qu'on avait bien fait de croire au progrès. And after that, there is no limit on your opportunities for progress and advancement. D'une génération à l'autre, la vie paraissait plus facile, plus riche, plus exaltante. What must you have? You must have interest, aptitude, and a willingness to learn. And once again, what's in it for you? Good pay, good working conditions, job security, and unlimited opportunity for advancement. And in the kitchen. This is the kitchen of tomorrow, a press-button dream coming true for Mrs. Housewife. All sorts of wonders are hers at the push of a button, from refrigerator doors to countertops built for big gals or little gals. Don't have to lean over here, you see. What's for dinner? Consult the menus on pictures and dish up something new for a change. Hummingbird wings on toast, maybe. And look where the toaster is. A wave of the hand and presto, down comes a hidden cabinet with the dishes. Mama will feel like a fairy princess with a magic wand in a place like this. We won't be able to get her out of the kitchen, but we'll cross that bridge when we get to it. Right now, the question before the house is, what's cooking and when do we eat? Dans les années 60, la modernité prit une allure de plus en plus univoque, comme si l'humanité entière partageait soudain les mêmes aspirations. Tout ce que l'Amérique inventait se retrouvait aux quatre coins du monde. Le pouvoir de séduction de ce pays ne semblait pas avoir de limite. Richard Nixon avait expliqué cette réussite. Les États-Unis sont la nation la plus puissante du monde, mais une nation dont la nature est nouvelle, puisque sa puissance n'est pas impérialiste et que les conquêtes territoriales ne l'intéressent nullement. Ce qu'elle propose, c'est seulement un mode de vie. Ce qu'elle veut, c'est que les autres nations puissent l'étudier et l'adopter. À l'Ouest, tous ne succombèrent pas immédiatement aux charmes américains. Il y avait un homme d'État animé par le culte de la résistance qui poursuivait l'ambition d'une indépendance permettant de préserver un modèle qui faisait la grandeur de son pays et surtout de ses élites. Il y avait des travailleurs qui réfutaient la validité du système capitaliste au prétexte qu'il les opprimait. Il y avait enfin quelques intellectuels qui continuaient, quoi qu'il en coûte, à défendre la liberté de penser. Ceux-là tentèrent de contester une hégémonie qui, lorsqu'elle était à court d'arguments publicitaires, s'imposait de manière brutale, car l'Amérique se fâchait quand on lui résistait. Une troisième partie de l'humanité, la plus nombreuse, qui n'avait pas pu, pas voulu ou pas su tirer parti du développement, se retrouvait mal en point entre deux blocs qui l'écrasaient. Ce tiers-monde dut se résoudre à s'aligner à la remorque du développement, même si, ici ou là, la volonté de trouver une autre voie retarda l'échéance. La revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Mais bientôt la tranquille prospérité de l'Occident ne fut plus uniquement menacée par la hantise du communisme.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les physiciens étaient devenus des héros. Ils bénéficiaient d'une excellente image dans le pays. Ça a changé avec les bombes à hydrogène et les missiles balistiques intercontinentaux, lorsque les États-Unis ont commencé à se sentir menacés par une guerre atomique. À la fin des années 50 et au début des années 60, la population des États-Unis s'est mise à penser que les armes nucléaires n'étaient peut-être pas si bonnes et qu'elles risquaient de poser des problèmes. Au même moment, et ce n'est pas une coïncidence, l'opinion a commencé à se préoccuper de l'environnement. D'abord à propos des retombées radioactives des essais nucléaires, puis ensuite au sujet des produits chimiques déversés dans la nature. Il y eut alors un vaste mouvement, dirigé non seulement contre la physique, mais qui plus largement remettait en doute la valeur de la science et de la rationalité scientifique. Tout ça est devenu confus avec le mouvement de protestation contre la guerre du Vietnam. Il était très difficile de savoir si les gens étaient contre les physiciens impliqués dans la guerre du Vietnam, ou bien s'ils étaient opposés aux physiciens nucléaires, ou si d'une façon générale, ils étaient hostiles aux physiciens. C'était d'autant moins clair que parmi les opposants à la guerre du Vietnam, aux missiles balistiques et aux armes nucléaires, on trouvait un très grand nombre de physiciens. C'est dans tous les pays impérialistes la masse estudiantine qui se lève. C'est la jeune génération ouvrière qui se lève par des manifestations et de grandes grèves. C'est la jeune génération d'étudiants et d'intellectuels qui se lève dans les pays dits socialistes contre la politique des revenus, contre la renaissance du chômage, contre les menaces pesant sur l'emploi, contre l'intégration des syndicats dans l'État bourgeois, contre l'évolution vers l'État fort et autoritaire, contre l'OTAN et l'Alliance Atlantique, pour une relance du mouvement ouvrier qui débouche enfin sur les luttes ouvrières qui mettent en pratique, en question, le régime capitaliste. Installé dans un régime de progrès qui semblait aller de soi, même si on n'en voyait ni la raison ni le but, mais qui lui avait donné le loisir des études, la jeunesse des années 60 devint critique. Elle s'en prit à ce qui, à première vue, illustrait l'archaïsme ou la violence du pouvoir. L'État, les militaires, les physiciens atomistes et les firmes multinationales furent visés. Ces dernières résistèrent plutôt bien à la vindicte des étudiants réformateurs. Si les jeunes, pour faire carrière, avaient moins besoin d'être sous contrat avec l'État et son complexe militaro-scientifique, c'était parce qu'ils avaient de nouvelles offres. L'industrie informatique se chargeait désormais de leur promotion. En Amérique, il suffisait aux diplômés de traverser le pays pour aller récolter sous le soleil californien les moissons technologiques semées 30 ans plus tôt par les pionniers de la physique quantique. Il se fabrique plus de transistors chaque année qu'il tombe de gouttes de pluie sur la Californie, avait dit Gordon Moore, le PDG d'Intel, leader mondial des microprocesseurs. Cette ondée précieuse et rare n'arrosait plus les champs d'orangers qui donnaient autrefois à la région son charme paradisiaque. Elle tombait bêtement sur de vilains bâtiments construits à la hâte pour recevoir les armées de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens, de comptables, des firmes électroniques, informatiques et depuis peu biotechnologiques. Ici poussaient des start-up dont les profits rapidement distribués permettaient aux privilégiés de Palo Alto d'entretenir le rêve américain. Les bonnes familles du monde entier rêvaient d'y envoyer leurs fils pour qu'ils profitent à leur tour des fruits de la mécanique quantique. Le parfum du silicium avait imprégné les lieux, les habitudes, l'esprit des choses et des humains qui vivaient ici. Ce modeste garage était devenu célèbre. C'était celui où William Hewlett avait débuté les activités de sa compagnie avec son ami David Packard. Voici l'atelier de deux révolutionnaires. Un petit garage de jeunes gens avec 2500 francs en poche ont inventé toute une industrie. Derrière le mythe du garage se dissimulait une autre réalité. La proximité des meilleurs laboratoires du monde, les passerelles étroites entre l'université et l'industrie, l'afflux des commandes gouvernementales et militaires. C'est bien tout cela qui avait permis aux transistors de s'épanouir et de transformer le monde.
ouvrez l'œil. We'll stop here for just a second. If you guys want to look back through the trees there, the big tall building that you see there is Hoover Tower, named for former American President Herbert Hoover, who graduated from Stanford back in 1895 with a degree in geology. It's over. La généalogie de notre modernité était facile à suivre à travers la Silicon Valley, où William Shockley avait créé la première start-up de l'ère du silicium. Cette maison sur la gauche, c'est la maison où William Shockley a grandi entre 1913 et 1923. L'industrie des semi-conducteurs et dans sa foulée l'industrie informatique, l'industrie des télécommunications ont généré des quantités incalculables de richesses qui s'étalent tout autour de nous. Je vivais ici quand je suis venu pour la première fois dans la vallée de Santa Clara en 1970. C'est l'année où on a commencé à utiliser le nom de Silicon Valley. À l'époque, c'était un endroit très différent. On pouvait acheter une de ces maisons pour moins de $100 000. Maintenant, on ne peut même plus les avoir pour $1 million. Le transistor a vraiment été le premier produit issu de la mécanique quantique. Il n'aurait jamais pu exister sans la connaissance de la mécanique quantique, sans la compréhension du comportement des électrons et des entités quantiques qu'on a appelées trous, sans comprendre précisément comment les électrons et les trous interagissent. C'est cette connaissance particulière qui a permis à Bardeen, Brattain et Shockley d'inventer le transistor. Les physiciens, à mesure de leurs observations, avaient bouleversé tout ce qu'ils avaient étudié. Les électrons ne circulaient plus paisiblement autour des noyaux atomiques, mais parcouraient des conducteurs qui ceinturaient le globe. Les atomes étaient tour à tour excités ou éclatés pour émettre de la lumière ou de l'énergie. Les molécules des chimistes étaient assemblées à façon pour former de nouveaux matériaux. Les cellules vivantes étaient détournées de leurs fonctions traditionnelles. Et comme toujours, la technique et le progrès déterminaient la façon dont les hommes vivaient, se battaient et mouraient. Au début des années 80, l'humanité s'était retrouvée pourvue d'incroyables potentiels. Mais nous vivions dans un monde où les conflits s'exprimaient avec plus de violence et où les armes étaient de plus en plus inégales. Logiquement, ceux qui disposaient de la technologie assumèrent la marche du progrès. La guerre devint économique. Les puissances technologiques s'emparèrent en toute impunité des marchés, des biens, des terres et des valeurs qu'aucune armée n'aurait jamais osé convoiter. Sans relâche, sans peine et avec la bénédiction de la nouvelle idéologie politique, grâce au silicium ou l'arséniure de gallium, elle raflait tout ce qui patiemment avait été construit par l'homme et par la nature. Pour l'accomplissement de quelle destinée l'intelligence scientifique de l'homme était-elle la complice consciente ou inconsciente des maîtres du monde ?